Alors, avant de démarrer la correction de l'exercice, je préfère revenir sur la partie cours. On va expliquer tous les concepts nécessaires et ensuite on va corriger ensemble. Et vous allez voir, l'exercice, ça sera très facile une fois on a compris le principe de base. Alors, d'abord, pour commencer, en fait, vous avez vu dans les différentes vidéos la différence entre système d'information décentralisé et centralisé. On va les détailler un peu plus. Là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est surtout comprendre l'utilité d'un système d'information. Un système d'information, c'est quoi? Là, vous avez une définition, c'est un ensemble organisé de ressources qui permettent, alors là, il faut faire très attention. Là, je préfère quand même le souligner, de collecter, de stocker, de traiter et de distribuer de l'information. Ça, c'est les fonctions de base dans n'importe quel système d'information. Collecter, par exemple, les données sur les clients, l'adresse, le numéro de téléphone, la liste des articles. On peut les stocker dans une base de données. On peut les traiter pour sortir des factures ou des rapports et on peut les distribuer ou les diffuser. Ça, c'est ce qu'il faut retenir absolument par rapport à un système d'information. Pourquoi on a besoin d'un système d'information? Rappelez-vous qu'on est dans une entreprise, il y a différents services et chaque service va communiquer des informations qui sont différentes. Et du coup, pour centraliser tout ça, on a besoin justement d'un système d'information. Quand on dit système d'information, bien évidemment, il y a un lien direct avec les flux d'information, mais il y a aussi un lien avec les flux physiques. Alors, un système d'information, si vous voulez, c'est le fil rouge, et parce que tout sera griffé autour de ce système d'information. On va expliquer au fur et à mesure, on va entrer dans le détail. Alors, ensuite, là, pour collecter l'information, là, on aura besoin de plein d'informations. Les informations qu'on va collecter, ça peut être sur les clients, sur les fournisseurs, sur la production. Si on essaye juste de se focaliser sur la partie production, ben, du coup, on aura besoin, par exemple, des informations sur les nomenclatures des produits. Alors, les nomenclatures, on les a expliquées dans la séance 3. Là, on va revenir pour les détailler un peu plus et surtout qu'on va faire des exemples. Là. La nature des conditionnements, les prévisions qui vont nous servir à planifier l'activité, ça peut être les ventes, les commandes, les sorties caisse et les sorties entrepôt. Alors, faites la différence. Sortie caisse, c'est quand vous payez votre produit à la caisse. Là, il y a une information qui remonte, elle est très détaillée, elle est à jour. Par rapport à la sortie entrepôt, ce qui n'est pas le cas, elle n'est pas très, très, très détaillée. D'accord? Le niveau de stock, ici, toutes ces informations qu'on va utiliser pour planifier l'activité au niveau de la supply chain. Alors, pour faire le point rapidement sur l'ensemble des familles, là, on ne peut pas les détailler tous, mais retenez bien juste qu'il y a, en fait, là, vous avez une grille qui compare un petit peu l'ensemble de ces familles. Là, on les compare par rapport au niveau décisionnel. Vous avez le stratégique, tactique, opérationnel, exécution. Si vous voulez, en termes de durée, là, on va parler de plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours en temps réel. Et là, vous avez les fonctions classiques ou les processus classiques, le service achat ou le processus achat, la fabrication, le stockage, la livraison et les ventes. Et là, vous pouvez voir déjà qu'on a un système ou une famille des APS. APS, c'est quoi? C'est Advanced Planning System, qui vont nous permettre de planifier sur le long terme, sur plusieurs années. Alors, cette famille, on va la détailler l'année prochaine, on ne va pas la détailler tout de suite. Ce qui nous intéresse ici, regardez bien, les ERP, en fait, c'est pour cela, les ERP sont très importants parce qu'en fait, ils consistent ou ils représentent le cœur des systèmes d'information parce que tous les autres systèmes, ils vont se griffer autour de l'ERP et vous voyez, l'ERP va couvrir l'ensemble des fonctions de l'entreprise. OK? On va le détailler juste après. On va détailler la famille des MRP, la famille des DRP, la famille TMS et la famille AEM. OK? Alors, euh, quand on parle des AEM, on va le voir juste après, il s'agit des commandes. MRP, il s'agit de la production des approvisionnements. TMS, il s'agit de la partie transport et la circulation des marchandises. DRP, ça parle de la partie distribution. On va commencer par la première famille. Alors, quand on dit AEM, c'est l'acronyme de Advanced Order Management. Si vous voulez, autrement dit, c'est la gestion avancée des commandes. Pour vous donner un exemple très simple, quand vous lancez une commande sur Internet, par exemple, vous allez recevoir un code ou un code barre et ce code il va vous permettre de suivre la progression de votre commande. Quand votre commande a été enregistrée, quand votre commande elle est validée, votre commande elle est en préparation, votre commande elle est en expédition, votre commande elle est arrivée, ainsi de suite. Et tout ça,
c'est grâce justement à ce type de système. Et rappelez-vous, il n'y a pas que vous qui commandez. Imaginez maintenant, on est chez Amazon ou Cdiscount ou rue du commerce ou bref. Là, on ne reçoit pas une seule commande, on reçoit des centaines, voire plusieurs milliers de commandes par jour. Alors, et chaque client, il va demander des articles qui sont différents. Et comment on va vraiment suivre dans le détail sans confondre les commandes, c'est justement, c'est grâce à ce type de système. Alors, ça permet d'enregistrer le besoin à partir de besoins clients et jusqu'à la satisfaction de ce besoin. OK? Il y a un lien direct avec le niveau de stock, avec l'estimation de la demande et la planification de la production, sans rentrer trop dans le détail. Alors, la famille des MRP, en fait, c'est ce qui consiste en fait le cœur des ERP. On va les voir juste après. Alors, c'est une méthode qui permet justement de planifier la production en fonction des ressources. Quand on dit des ressources, ça peut être le personnel, ça peut être les machines, ça peut être la matière première. Et là, on n'a pas en fait des ressources qui sont illimitées. On est limité par la capacité. Du coup, par exemple, pour la commande qu'on doit fabriquer cette semaine, est-ce qu'on a suffisamment de personnel pour la fabriquer? Est-ce qu'on a suffisamment de machines? Est-ce qu'on a suffisamment de matières premières? Ainsi de suite. Et c'est cette méthode qui va permettre justement de planifier. Alors, cette méthode, il y a plusieurs déclinaisons. Je ne vais pas les détailler ici parce qu'on a le MRP0, c'est ce que vous voyez ici. On a le MRP1, on a le MRP2. Et ensuite, on a inventé derrière ce qu'on appelle des ERP. Alors, cette méthode, elle permet de planifier sur différents horizons. Sur le long terme, là, on va réfléchir sur plusieurs années, d'accord? Sur le moyen terme, là, on va réfléchir sur plusieurs mois. Et sur le court terme, finalement, qu'est-ce qu'on doit ajuster? Je vous donne un exemple. La personne qui est censée se présenter aujourd'hui, elle a eu le Covid, mais du coup, elle ne peut pas se présenter. Ben, du coup, il faut qu'on la remplace. La machine, subitement, elle est tombée en panne. Ça n'a pas été prévu. Ben, du coup, il faut qu'on trouve une solution de rechange, ainsi de suite. Et du coup, la nature des décisions qu'on va prendre sur le long terme ne sont pas du tout de la même nature sur le moyen et le court terme, ainsi de suite. Alors là, vous avez la structure globale de la méthode MRP2. Alors là, vous voyez en fait le point d'entrée, c'est quoi? C'est les données techniques, c'est les articles, c'est tout ce qu'on gère dans l'entreprise. La nomenclature, c'est la décomposition de ces articles. Imaginez un vélo, bah, du coup, il est décomposé en plusieurs composants. Les ressources, c'est le matériel qu'on va utiliser pour fabriquer. Ça peut être les ressources humaines ou machines. Les gammes, c'est le processus de fabrication. Bref, ça, on va les détailler l'année prochaine, mais là, on va juste se contenter de savoir déjà c'est quoi une nomenclature. Et c'est toutes ces données qui vont nous permettre de réaliser notre plan sur le moyen terme, le plan moyen terme. Ensuite, là, on va, à partir de ce plan, on va réaliser le programme de production. Et à partir du programme de production, on va rentrer encore plus dans le détail pour chaque composant pour calculer le besoin de main. Bref, là, ce qu'il faut retenir, c'est cette planification, on part vraiment du long terme, jusqu'à arriver à un certain moment pour savoir combien je dois fabriquer exactement, de quel produit pour quelle période. Combien je dois acheter de telle référence et pour quelle période. Une fois on a reçu, bah, du coup, il y a un lien directement avec le stock. OK? Là, on ne va pas trop compliquer, mais tout cela, on va le voir et on va rentrer vraiment dans la méthode. L'année prochaine, on va faire de Excel et on va utiliser cette méthode pour planifier sur différents horizons. Alors, pour planifier, justement, on aura besoin de toutes ces données, d'accord? Mais la donnée indispensable, c'est la nomenclature. La nomenclature, on l'a définie déjà. Là, c'est une liste descriptive des composants entrant dans la fabrication d'un article par an, composé. Et là, cette question, je vous l'ai donnée aussi dans le test intermédiaire. J'ai juste changé entre composé et composant. J'ai inversé ici. Du coup, la réponse était faux. OK? Euh, pour cette nomenclature, là, je ne vais pas revenir sur le détail, mais on va retenir juste, en fait, la quantité nécessaire parce que pour chaque composé, j'ai besoin d'un composant ou plusieurs composants, mais avec quelle quantité? C'est le lien de nomenclature sur lequel on va préciser la quantité. On va faire des exemples, comme ça sera plus simple. Alors, le premier exemple, s'il vous plaît, là, je vous invite tous à prendre une feuille, à ouvrir Word, bref, dessiner quelque chose. D'accord? On va essayer de dessiner à chaque fois la nomenclature arborescente. Là, vous avez un produit A. Pour fabriquer A, j'ai besoin de 2 pièces P. Pour chaque pièce P, j'ai besoin de 0,5 kg de la matière A. Là, essayez de prendre 10 secondes et de réfléchir, de mettre un dessin. D'accord? Dessinez ce que vous souhaitez. 10 secondes.
Allez-y, regardez avec moi, on va essayer de corriger. Et là, j'essaie de deviner un petit peu ce que vous avez dessiné, d'accord? Comme j'ai un petit peu d'expérience, je sais plus ou moins comment vous réfléchissez. Alors, la plupart, vous avez fait comme ça. Pour faire A, j'ai besoin de 2 P. Alors, un P et un P. Et là, vous êtes plus ou moins 80%. Je ne parle pas des 50% qui n'ont rien fait. Je parle des 50% qui ont essayé quelque chose. Là, vous êtes 80% à faire ça. D'accord? Sauf que ce n'est pas totalement juste parce qu'en fait, on a appris qu'il y a ce qu'on appelle le coefficient. D'accord? On appelle le coefficient technique, économique, bref. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Du coup, au lieu de doubler ici, je vais mettre juste ici le chiffre 2. Et ça résume ça. D'accord? Et c'est les 20% qui ont fait ça seulement par rapport aux 80% ici. Alors ensuite, là, c'est la première phrase. Ensuite, la deuxième phrase, c'est quoi? Chaque produit P est fabriqué à partir de 0,5 kg de la matière M. Alors, pour fabriquer P, j'ai besoin de M. D'accord? Ceux qui ont fait cette solution, vous avez fait comme ça. Et vous avez mis M au milieu. Après, le 0,5, je ne sais pas comment je dois l'interpréter. Je ne sais pas. Dans cette solution, dans celle-là, là aussi, vous êtes deux groupes. D'accord? Il y a un groupe, il a dit, OK, là, j'ai besoin, comme j'ai besoin de 2, voilà, du coup, c'est 2P. Là, et comme j'ai besoin de 0,5 kg de 1, ben, du coup, là, je vais multiplier par 2, comme ça, j'aurai 1. Attention, ça, c'est faux. D'accord? La bonne réponse, je vais vous l'afficher tout de suite. Et en fait, c'est ça. Regardez, ne regardez pas ce détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Pour fabriquer A, j'ai besoin de 2P et pour fabriquer P, j'ai besoin de 0,5 kg de la matière 1. Alors, retenez bien, à chaque fois, on descend d'un niveau à un autre. Là, il faut absolument qu'on réfléchisse toujours pour une seule pièce. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous donne un exemple avec des chiffres. Regardez, admettons par exemple, j'ai une commande, un client qui me commande son vélo. Avec cette solution, bah, du coup, pour assembler les 100 vélos, j'ai besoin de 2 roues. Alors, on part sur le principe que les 2 roues se ressemblent. Mais du coup, là, j'aurais besoin de combien de roues? J'aurais besoin de 200 roues. Ça va jusqu'ici? Alors, et pour fabriquer les 200 roues, pour chaque roue, j'ai besoin de 0,5 kg de caoutchouc. Je dis n'importe quoi. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commander combien? 200 multiplié par 0,5. Ben, du coup, on va commander 100 kg de caoutchouc. Ça, c'est la première solution qui est juste. Maintenant, si vous avez dit, là, j'ai besoin de 2 et de 1, vous allez voir que ce n'est pas bon. Là, j'ai 100. Ben, du coup, là, je vais commander combien? 200. Et comme j'ai 200 ici, ben du coup, et là j'ai 1, je vais multiplier par 1, là je vais commander 200. Et là, vous voyez le problème, il est où? En fait, là, on a commandé le double. D'accord? Attention, c'est pour cela que je vous ai dit, là, on réfléchit uniquement pour une seule unité, sachant que ça se cumule. D'accord? Et du coup, ça ne sert à rien de multiplier par 2 parce que du moment où on va descendre d'un niveau à un autre, ben, du coup, on va récupérer toutes les informations qu'on avait dans les autres niveaux. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Allez, je continue. Là, on va prendre un deuxième exemple. Pareil, là, vous avez un produit A qui est fabriqué à partir de 2 pièces C et une pièce B. Là, c'est un peu compliqué. Pour fabriquer une pièce C, il faut une pièce B. Allez, 10 secondes pour réfléchir. Mettez n'importe quel dessin, ce n'est pas grave si on se trompe. Là, c'est l'occasion, il ne faut pas se tromper le jour de l'examen. Allez-y, regardez avec moi, on va essayer de corriger aussi. Là aussi, j'essaie de deviner ce que vous avez fait derrière votre écran. Là, en fait, vous êtes 80% à avoir. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont dit, alors pour fabriquer A, j'ai besoin de 2 C. Ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas regardé l'exemple 1 et du coup, je ne parle même pas de ça. Là, on a appris que pour faire A, OK, j'ai besoin de 2 C, je fais comme ça et je mets le chiffre ici 2. Ça, c'est bon. Et là, du coup, on a terminé jusqu'ici. Et j'ai besoin également d'une pièce B. Là,
j'ai compris, il y a un deuxième lien ici, et là, j'ai besoin d'un B. Et là, vous êtes la plupart à avoir fait ça. Le problème, c'est le suivant. Pour fabriquer une pièce C, il faut une pièce B. Pour fabriquer une pièce C, j'ai besoin d'un B. Et c'est là où 80%, vous avez fait comme ça. Et ça, c'est faux. Alors, pourquoi c'est faux? Alors, c'est pas totalement, non, c'est faux. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut absolument séparer. Et là, vous allez voir, là, toujours, même s'il y a le même composant, il faut qu'on le sépare parce que j'ai besoin de savoir le B nécessaire pour le A et le B nécessaire pour le C. Et du coup, il faut séparer. Est-ce que tout le monde a compris la faute ici ou pas? Là, il faut casser ça. Il faut faire un autre B pour le C. Alors, je rajoute ici des éléments qu'on n'a pas vus jusqu'ici. Là, vous voyez, j'ai le niveau 1, pardon, le niveau 0. Dans le niveau 0, on met toujours le ou les produits finis. Toujours, ils sont au niveau 0. D'accord? Une fois on a fait le niveau 0, ben, j'essaie de réfléchir au niveau 1. Et du coup, c'est les composants qui vont rentrer dans la fabrication directe dans le composé qui est au niveau 0. Une fois on a fait ça, après on va réfléchir, est-ce qu'il y a d'autres composants encore qui vont rentrer dans la fabrication des composants qui sont au niveau 1, qui vont devenir décomposés. Alors, ça c'est la première remarque. Du coup, vous voyez, c'est niveau 1, niveau 0, niveau 1, niveau 2. Ensuite, là aussi, regardez, très important, très important. Là, vous voyez, le B, il est là, et il est là. Il est au niveau 1, il est au niveau 2. Concrètement, quand on va apprendre à faire la planification, ce qu'on va faire, on va commencer par le A, toujours le niveau 0. Là, on va planifier dès qu'on finit, ben, c'est bon, on va passer au niveau suivant. Quand j'arrive au niveau suivant, là, je vais faire le C. J'ai fini avec le C, je fais le B. J'ai fini avec le B, là, je passe au niveau 2. Et je me rends compte qu'il y a encore un B ici. Et là, c'est un problème. D'accord? Parce que moi, j'ai pensé avoir fini avec le B, là, il revient encore au niveau 2. C'est pour cela on va apprendre une nouvelle méthode qui s'appelle la règle de plus bas niveau. Alors, la règle de plus bas niveau, elle consiste en quoi en fait? À chaque fois, il y a le même composant dans deux niveaux différents, comme le cas ici du B, il faut qu'on le décale tout simplement inférieur. Je répète, à chaque fois, on a le même composant dans deux niveaux différents, il faut juste que je le décale au niveau inférieur. Comme ça, quand je fais la planification, je fais le A, j'ai fini avec le A, je passe au niveau 1, j'ai fait le C, j'ai fini avec le C, je passe au niveau 2, et là, je vais faire dans le même tableau les B qui nous sont nécessaires pour le A et les B qui sont nécessaires pour le C dans un seul tableau. Ça ne sert à rien que je multiplie le travail par 2, par 3, ainsi de suite. Alors, je sais que c'est flou un petit peu, je ne sais pas si j'ai pu vous convaincre, mais vous allez voir concrètement quand on va commencer à faire les calculs l'année prochaine, pas cette année, vous allez voir vraiment l'intérêt de cette méthode qui s'appelle la règle de plus bas niveau. On retient, au niveau 0, généralement, on a quoi? On a le ou les produits finis. Dans les niveaux intermédiaires, on a toujours les composants. Après, selon, en fait, on essaie de descendre progressivement le composé, ses composants, le composé, ses composants, ainsi de suite. Et dès qu'on trouve le même composant dans deux niveaux différents, ben, il faut le décaler, il faut le mettre au niveau inférieur. C'est tout. Là, on a fini avec cet exemple. Allez, on fait un dernier exemple. Là, pour fabriquer A, j'ai besoin d'un C. Et pour fabriquer B, j'ai besoin de 3C. Allez, je vous laisse réfléchir 10 secondes, pareil. Allez, regardez avec moi. J'essaie également de deviner ce que vous avez fait derrière l'écran. Alors, ce que vous avez fait, vous avez dit pour fabriquer A, j'ai besoin d'un C. Et là, c'est très facile. Et là où on a loupé, on a peut-être 80-90% de ceux qui ont ici, en fait, ce que vous avez fait,
Et là, j'ai encore B. Pour fabriquer B, j'ai besoin de 3C. Ce que vous avez fait, vous avez tous tendance à faire comme ça. B, et là, vous avez mis 3. Alors, ce n'est pas totalement fou, mais bref. Là, il faut absolument qu'on sépare chaque produit fini. D'accord? Il ne faut pas qu'on essaye de lier les composants, sinon après, si on a un produit qui est compliqué, il y a des flèches qui partent dans tous les sens et ça devient ingérable. C'est pour cela, la solution la plus simple, c'est qu'on sépare. Pour faire A, j'ai besoin d'un C et pour faire B, j'ai besoin de 3C. Et là, j'ai terminé, j'ai compris le principe. Et j'ai toujours les produits finis au niveau 0 et les autres composants dans les autres niveaux. Et là, vous voyez, le C, il est dans le même niveau. S'il était dans deux niveaux différents, ben, du coup, je le décale. Est-ce que ça va? C'est bon, pas de question jusqu'ici? C'est bon? Ok. Alors, vous avez acheté un meuble chez IKEA. Ben, du coup, là, ce qu'on va vous donner, on va vous donner un catalogue. D'accord? Pour monter le. Et là, à partir de ce produit fini, on peut déjà déterminer au moins le premier niveau de notre nomenclature. Et du coup, on peut dire ici, par exemple, l'armoire ici, d'accord? Pour assembler l'armoire, j'ai besoin de quoi? Regardez, j'ai besoin des 3 étagères, d'accord? J'ai besoin de 2 panneaux latéraux qu'on a ici sur le côté. J'ai besoin d'un fond d'armoire avec une quantité de 1 et j'ai besoin des 4 montants ici que je vais mettre sur les coins pour tenir la structure. Là, c'est le produit fini et du coup, à partir d'ici, je peux représenter déjà au moins le premier niveau. Regardez, pour l'armoire, assembler l'armoire, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 4 montants latéraux, pardon, les 4 montants ici, oui, qu'on a sur les coins. Les 3 étagères, j'ai besoin d'un fond d'armoire et j'ai besoin de 2 panneaux latéraux. Alors, après, peu importe le code. Et du coup, jusqu'ici, je peux déterminer sans aucun problème. Après, dans le détail, moi, j'ai rajouté des niveaux pour dire, allez, attention, ça, on le fabrique à partir de telle matière. Celui-là, on fabrique d'atomes. Mais voilà. Là, l'objectif, c'est au moins de comprendre déjà qu'à partir de produits finis, on peut déterminer déjà le niveau 1, 0 et 1. D'accord? Et où, à partir d'ici, je peux encore imaginer le produit fini. C'est tout, sans rentrer dans le détail. Ça, c'était juste un exemple pour illustrer c'est quoi une nomenclature. Alors ensuite, on a un exercice, on ne va pas le faire tout de suite parce que ça prend un peu plus de temps. Soit on l'oublie complètement, soit je vous dis en fait attention à cet exercice. Du coup, je vais vous rajouter une vidéo à part qui explique et qui corrige cet exemple. D'accord? Et du coup, je vais montrer comment on arrive à trouver déjà les produits finis et ensuite comment on arrive à trouver la nomenclature. OK? Et du coup, là, on laisse la parenthèse, sauf si je vous rajoute une vidéo, il faut la regarder par rapport à la nomenclature. Là, on a fini avec la partie MRP et surtout la nomenclature. Le détail, il arrivera l'année prochaine. Alors ensuite, pour les TMS, c'est quoi en fait? C'est en anglais, en fait, c'est l'acronyme de Transportation Management System. C'est les systèmes qui vont nous permettre de piloter plus ou moins la flotte de transport. Alors, vous croisez plein de camions sur la route. Des fois, c'est la même marque. D'accord? Ça peut être FM Logistique, ça peut être n'importe qui. Il y en a plein sur le marché. L'entreprise qui fait du transport, en fait, elle n'a pas un seul camion, elle en a peut-être une centaine. Les camions, ils vont se balader un petit peu partout dans la région, par exemple, de l'Alsace, en France, en Europe. Et du coup, tout ça, il faut que ça soit planifié, que ça soit piloté. C'est ce type de système qui vont me permettre de planifier exactement quel camion va sur quelle destination. Chaque camion, il est où exactement maintenant en temps réel? Est-ce qu'il a fini sa tournée? Est-ce qu'il a effectué le chargement, le déchargement, ainsi de suite. Et tout ça, c'est piloté grâce à des systèmes de TMS. Je n'entre pas dans le détail. Alors ensuite, vous avez le DRP. Alors le DRP, c'est exactement ce qu'on avait vu avec le MRP. Le MRP, ça consiste à planifier la partie production et les approvisionnements. Et le DRP, c'est la même méthode qu'on va juste changer un petit peu et on va l'appliquer à la partie distribution. C'est quoi la partie distribution? Là, vous voyez par exemple, là, on a le client final. Là, imaginez ce Auchan ici du coin, d'accord? Ce Auchan des coins, il va faire des prévisions. Mais du coup, lui aussi, il va commander chez qui? Il va commander sur l'entrepôt régional.
d'accord? Il y en a plusieurs. Et l'entrepôt régional, il va commander chez l'entreprise, d'accord? Maintenant, comment nous, on va planifier toute cette partie pour remonter les besoins, pour avoir nos propres prévisions ici en interne. C'est tout. Et ces deux méthodes sont expliquées avec des exemples l'année prochaine et grâce justement à Excel, on va rentrer des formules pour pouvoir faire ces calculs. Alors, l'avantage, ce que j'ai dit, ils sont spécialisés et ils sont développés au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. Entre parenthèses, non figé, parce que si demain l'entreprise elle va évoluer encore, je peux encore faire évoluer le système ou les systèmes parce que j'ai la main dessus. Ce n'est pas le cas des autres systèmes qui sont verrouillés où je ne peux rien modifier. Alors, le gros problème avec ces systèmes, c'est quoi en fait? Comme on a plusieurs systèmes, on a plusieurs bases de données, ce n'est pas forcément une seule, on va se retrouver avec des multitudes de supports de l'information. Il y en a certains qui vont utiliser, alors je simplifie aussi, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais imaginez un, il va utiliser Excel 2013, il y a un autre qui va utiliser Excel 2016, il y a un autre qui va utiliser PowerPoint, il y a un autre qui utilise des feuilles. Et du coup, vous voyez, on a plusieurs supports, on n'a pas un format standard qui permet de centraliser un petit peu ou qu'on permet de partager ou d'échanger facilement. Et là, on se retrouve avec la vision en silo. Alors, la vision en silo, on l'a expliqué à plusieurs reprises. Si vous l'avez oublié, ben bref, là, les silos, c'est là où on va stocker plus ou moins le blé. D'accord? L'avantage de ces silos, en fait, c'est qu'ils ne communiquent pas entre eux. D'accord? Et du coup, si j'ai le moindre problème ici, là, il n'y aura pas ce problème. Sauf qu'on est dans une entreprise, on veut exactement l'inverse. En fait, je veux que l'information passe d'un service à un autre. D'accord? Ce qui n'est pas le cas, c'est pour cela qu'on a dit c'est cloisonné, c'est une vision en cible. C'est ce qu'on a dit ici, pas d'accès à l'information. Et le problème aussi, c'est qu'on peut se retrouver avec la même information ici. Admettons par exemple, il y a un client qui a lancé une commande. Là, j'ai pris la commande, j'ai informé la production, d'accord? Ensuite, il a rappelé 5 minutes après pour annuler. Sauf que moi, je n'ai pas eu le temps d'appeler la production. Ben, du coup, ils vont continuer encore à fabriquer parce qu'ils n'ont pas eu la mise à jour de l'information. C'est ça les inconvénients. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Là, vous voyez, en fait, il y a des avantages, il y a des inconvénients pour les systèmes décentralisés. Bref, et vous avez compris qu'on a plus d'avantages à utiliser des systèmes centralisés. Et là, je reviens aussi sur ce phénomène, il faut absolument le comprendre. Avec les systèmes décentralisés ou l'information qui ne circule pas, là, on va se rendre compte qu'il y a le phénomène, le bullwhip effect. Alors, ça, c'est un phénomène qui est très connu en supply chain. On le traduit aussi par effet coup de fouet ou l'amplification de la demande ou plus ou moins l'effet boule de neige. Alors, ça consiste en quoi? Là, vous voyez, là, je suis le client final. Vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, Ben qui fréquentait un bar, qui consommait, à certains moments, il a eu un accident, ben, du coup, il ne va plus consommer. Ben, du coup, ça va perturber le système. Le barman, il va diminuer la consommation ou le stock. Et à certains moments, il va sortir, il va revenir, il va consommer encore plus avec ses copains. Et là, on va se rendre compte qu'on est en rupture de stock. C'est ça, en fait. Quand on perturbe le système, généralement, c'est qui? C'est le client final. Cette perturbation, elle va se propager, d'accord? Et à chaque fois on s'éloigne du client final, la propagation sera plus importante. C'est ce qu'on appelle le terme, la variation, elle sera plus importante. Plus concret, là, je suis le client, d'accord? Ici. J'ai l'habitude, moi, de consommer, allez, entre 8 à 10, OK? Vous pouvez penser à n'importe quel produit, entre 8 à 10. Alors, le détaillant ici, il connaît plus ou moins mes habitudes. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire une marge. Il va dire, allez, je vais quand même prévoir une marge, je vais commander entre 10 à 15. OK? Le grossiste ici, il connaît uniquement le détaillant, mais il ne connaît pas, il n'a aucun lien avec le client final. Et du coup, il va se baser sur ça. Il va dire, OK, là, moi aussi, je vais essayer de prévoir une marge. Là, je vais commander entre 15, par exemple, à 25. OK? L'entreprise qui fabrique, elle ne connaît pas le client final, elle ne connaît pas le détaillant, mais elle connaît uniquement le grossiste. D'accord? Et du coup, elle va se baser aussi sur ses prévisions. Elle va dire, allez,
Moi, je vais anticiper aussi, je vais prévoir entre 25 à 50. D'accord? Et le fournisseur au bout de la chaîne, il connaît juste l'entreprise, il ne connaît pas tous les autres, ben, du coup, il va se baser uniquement sur ça. Et là aussi, lui aussi, il va se tromper complètement et il va dire, allez, moi, c'est entre 50 et 100. Et c'est exactement ces phénomènes qui vont revenir souvent. Là, on a une petite variation qui va s'amplifier encore plus et qui va devenir très importante au bout de la chaîne. Attention, ça peut être à la hausse comme à la baisse. D'accord? C'est dans les deux sens. Et c'est pour cela, pour définir le phénomène, on dit c'est l'amplification de la variation de la demande. Plus on s'éloigne du client final, celui-là, alors plus la variation est plus forte. OK? Alors, c'est quoi la conséquence? Ou c'est quoi la source? Qu'est-ce qui a fait qu'on a ce phénomène? C'est le manque d'information. Parce qu'on n'a pas, en fait, regardez, là, on est isolé. Rappelez-vous la vision au silo. Là, on est isolé les uns aux autres. D'accord? Il n'y a aucune communication. Chacun essaye de prévoir, chacun essaye de se débrouiller seul. Et là, on est isolé les uns aux autres. Parce qu'on manque de l'information, on ne partage pas l'information. Ça, c'est la source. Maintenant, c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'on casse les murs, d'accord? Et on partage l'information. Ça, c'est la première solution, où on essaye d'avoir un pilotage centralisé. Alors, je vais essayer de dessiner ici un œil. Je ne sais pas si ça sera plus clair ou pas. En fait, c'est un œil qui va surveiller et qui va piloter l'ensemble et qui va partager l'ensemble. Ce qui se passe ici, il est partagé même au bout de la chaîne. Et du coup, la moindre variation ici, elle est partagée ici. Et du coup, ça ne sert à rien qu'on va se retrouver avec ces quantités qui n'ont rien à voir avec la demande de base. On est bien d'accord. Parce qu'on travaille tous pour répondre aux besoins de notre client. C'est ça le phénomène Bullwhip Effect d'une manière très simple. OK? Et là, en fait, pour faire le parallèle avec les systèmes d'information décentralisés, on a les systèmes d'information centralisés. Et le meilleur exemple de parler des systèmes d'information centralisés, c'est les ERP. Alors, un ERP, c'est quoi l'acronyme? C'est Enterprise Resource Planning. En français, on dit PGI, logiciel de gestion intégré. Et là, j'insiste beaucoup sur la notion intégrée, en fait. Pourquoi intégrer? Parce qu'en fait, on va intégrer tout dans la même base de données qui est partagée par tout le monde. Là, vous avez une définition, elle n'est pas top, mais elle vient d'une source quand même qui est très sûre. Méthode de planification et de pilotage efficace des ressources nécessaires pour accepter, fabriquer, expédier, comptabiliser. Et là, vous voyez, derrière chaque terme, il y a une fonction, un processus. OK? Là, on va voir tout à l'heure aussi, on va essayer de donner une définition encore plus simple. Alors là, vous avez plusieurs exemples. Vous avez l'ERP le plus connu, le plus utilisé au monde, c'est SAP. OK? Ensuite, vous avez Oracle ou PeopleSoft, si vous voulez, ils sont intégrés ensemble. Microsoft qui s'est lancé depuis plusieurs années, qui propose Microsoft Dynamics ou Navisio. Et vous avez des petits ERP comme Sage, ainsi de suite, Digit, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. OK? Alors, l'avantage d'un ERP, du coup, on n'est pas obligé de le développer eux-mêmes. Il y a certaines entreprises qui ont fait le choix de le développer eux-mêmes. D'accord? D'autres, ils ont fait juste le choix d'acheter un ERP qui existe. Après, acheter un ERP qui existe, c'est comme vous achetez un costume chez Zara par rapport si vous le faites sur mesure. C'est exactement le cas. Là, on achète un ERP, par exemple SAP, ben, du coup, on ne va pas l'implémenter directement. Il y a tout un travail d'adaptation, de personnalisation. OK? Alors, on dit aussi un ERP, il va couvrir plusieurs domaines. On dit domaine, on dit brique applicative, on dit aussi module. D'accord? C'est trois termes qui sont utilisés. Alors, l'avantage, et c'est ce qui nous intéresse le plus dans tout ça, c'est qu'en fait, l'information, elle est centralisée. D'accord? C'est pour cela qu'on parle des systèmes d'information centralisés. Centralisés comment? Dans une base de données qui est unique et qui est partagée par tout le personnel de la même entreprise, voire même avec des clients et avec des fournisseurs. OK? Alors, et du coup, ça accélère et ça fluidifie la communication au sein de l'entreprise parce que je n'ai plus besoin d'appeler X ou Y pour avoir. Non, l'information, elle est dans la base de données.
Il y a un nouveau client, je le rajoute dans la base de données. D'une fois que je valide, ben, il serait déjà, tout le monde dans l'entreprise a accès à l'information. Alors, et bien évidemment, ça apporte beaucoup de la flexibilité. Retenez bien, une base de données qui est commune, c'est très, 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 très important. C'est la notion de l'intégration dans les ERP. Allez, on avance. Alors, les avantages d'un ERP, qu'est-ce qu'on a dit? Je reviens aussi sur ça. Base de données qui est unique. Comme ça, on n'a pas un doublon d'informations ou l'information n'est pas stockée dans différents endroits. Non. Là, on a une seule base de données et tout le monde partage la même information. Il y a un client qui a changé son adresse, je le change, je valide, ben, elle sera changée pour tout le monde. D'accord? Accès multiple à l'information et du coup, je peux accéder directement à travers le PC de l'école si je suis à l'école ou de l'entreprise si je suis à l'entreprise. Je peux accéder grâce à mon PC portable si par exemple je suis en Chine en négociation avec un client. Je peux juste, il suffit juste peut-être d'avoir une connexion Internet pour pouvoir se connecter sur certaines ERP. Il y a un gain énorme en termes de temps, d'accord, et de flexibilité. Les inconvénients ici, c'est le prix qui est très élevé. Alors, pour vous donner une idée, déjà, il y a toute la catégorie des ERP open source. C'est des logiciels qui sont gratuits, qu'on peut télécharger, qu'on peut personnaliser, mais il y a ceux qui sont payants et du coup, ça démarre à partir de 1 000 € par poste, d'accord, pour les petites solutions. Si vous avez 10 postes, ben, du coup, il faut multiplier par 10. Alors, lourd à déployer, ça aussi, parce qu'on n'utilise pas le terme installer un ERP. Ce n'est pas avec un double clic comme on le fait pour le pack Office ou peu importe. Mais là, on dit implémenter. D'accord? Implémenter, ça prend plus de temps. Ça peut aller de 1 an jusqu'à 5 ans pour les grands groupes. Vous voyez, c'est énorme. C'est tout un projet. Ce n'est pas juste avec un double clic. Alors, la sécurité de l'information. Là, il y a un problème aussi. Là, je vais l'illustrer avec un petit schéma très simple. Regardez. Là, j'ai le système d'information décentralisé. Et là, vous avez compris que j'ai plusieurs bouts, d'accord, des bases de données à la limite, si vous le souhaitez. Par rapport au système d'information centralisé, là, j'ai une seule base de données et tout le monde peut accéder à la même base de données. D'accord? Maintenant, si je suis le hacker, d'accord, qui veut pirater le système, est-ce que vous pensez que c'est plus simple de pirater celui-là? Non. Est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant de pirater celui-là ou celui-là? Allez-y, je vous écoute. Centralisé peut-être? Centralisé. Alors, là, regardez, le hacker, en fait, s'il arrive à accéder ici à la base de données, il aura accès à toutes les données. D'accord? Ils sont stockés dans une seule base. Là, j'essaie de simplifier. Là, l'information, elle n'est pas dans une base de données, mais elle est répartie dans différentes bases de données. D'accord? Pour simplifier, là, je vais trouver certaines données sur le client. Là, je vais trouver certaines informations comptables. Là, je vais trouver. Mais ici, par contre, je vais trouver toute l'information nécessaire. Et du coup, c'est plus intéressant pour un pirate. Et du coup, il va viser plus ce type de base de données, pas celle-là. D'accord? Parce que là, il faut qu'il pirate toutes les bases pour récupérer toutes les informations. Là, on a une seule base. C'est ça pourquoi on parle de problème de sécurité. Et c'est ce que vous entendez des fois dans les informations, telle base a été piratée, ben, du coup, on récupère tout parce que tout était stocké dans une seule base. Alors, on a fini avec la partie système d'information centralisé, décentralisé. Et là, on va commencer la partie KPI. Alors, quand on dit KPI, c'est l'acronyme de quoi? Key Performance Indicator. Alors, c'est quoi en français? Si on peut résumer ça, on peut dire juste c'est des indicateurs clés de l'entreprise. C'est des indicateurs qui vont nous permettre justement de suivre l'évolution des informations clés de la réussite d'une entreprise. Là, on peut mettre plein d'indicateurs, d'accord? On peut par exemple mettre le taux de satisfaction des clients, le taux de livraison dans les délais, les commandes erronées, ainsi de suite, le taux de retour. Bref, là, on peut mettre plein d'indicateurs en supply chain. Alors, évolution d'une période à une autre. Là, vous voyez, je prends par exemple une photo aujourd'hui de mon niveau de service et je vais prendre une photo dans
3 mois et je vais voir est-ce que j'ai progressé, j'ai régressé, ainsi de suite. Ou je peux mettre en place un indicateur qui va évoluer et je peux le surveiller en temps réel. D'accord? Et peu importe, là, on utilise beaucoup aussi le management visuel, on va l'expliquer après. Il y a un lien direct aussi entre les KPI et les ERP. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, c'est l'ERP qui va nous fournir toute l'information nécessaire. On va faire des extractions. Il y a plein d'étudiants qui font ça dans leur stage. On leur demande juste, en fait, vous allez faire des extractions sur la base de données de l'ERP. Et là, ici, de nous sortir des indicateurs. Un ensemble d'indicateurs, c'est un tableau de bord. Un tableau de bord en anglais, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo. C'est un dashboard. OK? Alors, c'est quoi un bon indicateur, un indicateur ou un KPI qui est pertinent? En fait, ça permet vraiment, et il est disponible en temps réel, ça permet de suivre un objectif, et là j'insiste beaucoup, hein. Parce qu'on ne peut pas avoir un KPI sans avoir un objectif. D'accord? Vous dites alors, j'ai eu la note de mon test intermédiaire, j'ai obtenu 15 sur 20. Si vous n'avez pas eu un objectif avant, ben, du coup, comment vous allez pouvoir savoir si vous avez réussi votre objectif ou pas? Si vous avez eu un objectif au départ d'avoir 20 sur 20, ben, du coup, vous ne l'avez pas atteint. Votre objectif n'a pas été atteint à 25%. D'accord? Si maintenant votre objectif c'était de dire si vous avez eu 15, là vous avez non seulement atteint l'objectif, mais vous avez parté au-delà de votre objectif. Et il faut toujours avoir un objectif. D'accord? Pour surveiller, pour savoir s'il y a des écarts, d'accord? S'il y a une déviation par rapport à notre objectif, et du coup, il faut mettre des actions de correction. D'accord? On va le voir tout à l'heure quand on va parler de l'amélioration continue. Et c'est aussi, alors, toujours un KPI qui est pertinent. Euh, on peut le calculer, ce n'est pas une usine à gaz. On peut le calculer facilement et les résultats, je peux les interpréter d'une manière simple. Des fois, vous avez des indicateurs qui vous donnent certains chiffres, on est incapable même de les interpréter. OK? Et là, vous voyez, en fait, c'est surtout les KPI. Vous voyez, quand on parle de tableau de bord, généralement, on a des indicateurs avec des couleurs, des chiffres, et c'est très parlant. D'accord? Et c'est ça, en fait. C'est qu'on essaie vraiment de communiquer et utiliser beaucoup le management visuel. Pour chaque critère, je planifie, je déploie, ensuite je contrôle, et quand il y a des écarts, quand il y a une déviation, ben, du coup, j'améliore. Une fois que j'ai amélioré, je replanifie, je déploie, je contrôle et j'améliore. C'est ça en fait, c'est une boucle. C'est ce qu'on appelle ici, on va appeler la roue de Deming ou la roue de l'amélioration continue ou la roue PDCA. Plan, do, check, act. Planifie, faire, vérifie, réagir. C'est quand vous, par exemple, vous dites aujourd'hui, je fixe un objectif de lire 20 pages. OK? Euh, la journée, j'essaie de mettre en place toutes les actions nécessaires pour lire 20 pages. Le soir, je fais le bilan. J'ai lu uniquement 15 pages. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'essaie de rectifier, de mettre des améliorations, des actions. Demain, comme ça, j'essaie d'atteindre l'objectif. Une fois on atteint l'objectif, du coup, on va modifier, on va essayer d'améliorer un peu plus. Le lendemain ou dans une semaine, j'essaie d'aller à 25 pages par jour, ainsi de suite. Et là, vous voyez, en fait, à chaque fois, la roue tourne, à chaque fois, on progresse, d'accord? Et c'est ça, en fait, on va améliorer des petits pas. C'est pour cela qu'on l'appelle la notion de l'amélioration continue. On améliore un petit peu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, au final, on va avoir un bon progrès. Le terme, vous allez le retrouver souvent. Alors, ceux qui sont un petit peu curieux, vous pouvez partir sur YouTube, vous tapez juste Deming, et là, vous allez trouver Monsieur Deming lui-même. Il y a une vidéo, je ne sais pas si l'on supprime ou pas, qui vous explique sa méthode et les principes de sa méthode. Alors, il y a un point métier. Là, on n'a pas encore fini. Si vous voulez, vous pouvez le regarder quand vous aurez un petit moment. C'est pareil, c'est toujours pareil. C'est une personne qui vous parle de son métier, qu'est-ce qu'elle fait. Et vous voyez aussi dans la logistique, il y a beaucoup de femmes aussi, il n'y a pas que des hommes. Allez, maintenant, je reviens juste sur l'exercice et comme ça, on va le corriger.